Ce samedi 10 mai au cinéma Sea Plaza, un court-métrage assez particulier sera dévoilé, Gorée, le cri d'alarme, signé par Sali Alassane Thiam, président de l'ONG Afrique Patrimoine. Cette initiative compte mettre en lumière l'état de dégradation avancé de l'île mémoire de la traite négrière. Et pour en parler, ça tombe bien, nous sommes avec son initiateur, Sali Alassane Thiam. Bonjour Sali. Bonjour Moustapha. Et bienvenue chez vous à Sénéweb. Merci beaucoup. Avant d'en venir justement au cœur de cette initiative, je vous propose de suivre cette bande-annonce et de revenir dans un instant. C'est un lieu mondial. Elle se situe en face de Dakar, la capitale du Sénégal. Doudou, comment vas-tu? Tu vas bien? Nice. C'est le relais de l'Espadon, qui était l'ancien palais du gouverneur, où a séjourné même ici le gouverneur Ernest Roume. Il est très difficile de restaurer les bâtiments parce que c'est très coûteux. Nous sommes sous un lieu assez étrange et qui est un ancien fort français. On devait être la représentation de la conscience noire partout dans le monde. On devait être les ambassadeurs de l'histoire. Tous les jeunes, vraiment, nous sommes tous au Sénégal. On doit protéger Gorée. C'est Gorée la Grande. C'est un lieu d'histoire, c'est un lieu mondial. Elle se situe en face de Dakar. De retour sur ce plateau avec M. Sali Alassane Thiam, on le rappelle, initiateur du court-métrage Gorée, le cri d'alarme. Déjà, qu'est-ce qui vous a inspiré à réaliser ce court-métrage? Quel a été le déclic? Alors, le déclic, il existe depuis mon engagement dans cette organisation non gouvernementale qui s'appelle Afrique Patrimoine. Et en tant qu'Africain, en tant que d'abord Sénégalais, je suis Africain mais aussi Sénégalais, je ne peux pas prôner la préservation et la promotion du patrimoine africain alors que chez moi, le patrimoine sénégalais ne se porte pas bien. Bien ordonnée, commence par soi-même, exactement. Et il y a eu un constat qui a été fait sur la dégradation des patrimoines africains en généralité, avec des taux d'inscription de nos sites à l'international très très faibles. On a fêté il y a moins d'une semaine, le 5 mai dernier, la journée du patrimoine africain. Et à l'état actuel des choses, c'est que le monde, le continent africain ne compte aujourd'hui que 148 patrimoines inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aujourd'hui, Gorée, c'est symbolique. Gorée est certes dans le territoire national du Sénégal, mais Gorée appartient au monde. Gorée est le symbole de la traite négrière. Gorée représente beaucoup de choses dans l'histoire de l'humanité, raison pour laquelle on ne peut pas aujourd'hui voir l'état de dégradation de l'île de Gorée et juste ne pas le pointer du doigt et ne pas le montrer. J'ai écrit un ouvrage il y a 2 ans, mais le déclic c'était quoi? Écrire aujourd'hui la réalité sur le terrain, c'est que les Africains ne lisent pas. Ça c'est une réalité, d'autant plus que le livre et ce qui est fait appartient à la jeunesse. Mais la jeunesse aujourd'hui ne lit pas et on dit souvent qu'une image vaut plus que 1000 mots. Raison pour laquelle on se dit, aller dans les plateaux télé c'est bien, faire des plaidoyers à l'international c'est une bonne chose, écrire c'est bien, mais aujourd'hui il faut aller sur le terrain, embarquer les gens dans cette aventure et leur faire toucher du doigt la gravité du sujet et l'importance et l'urgence d'agir ensemble. Alors faire des plaidoyers à l'échelle internationale, c'est, on va dire, le domaine dans lequel vous vous illustrez le plus, mais pourquoi aujourd'hui avoir fait le choix de porter votre sensibilisation à travers ce court-métrage? Alors le choix du format. Alors le format, c'est un concept de très court, donc parce que tout simplement on est à l'ère de la mutation numérique, les gens n'ont plus le temps, les gens s'informent que sur les réseaux sociaux, et donc rentrer dans des films qui nécessitent beaucoup de temps, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas nous permettre d'atteindre notre cible. Notre cible aujourd'hui est la jeunesse. Donc quand on parle de l'Afrique de manière générale, 75% de la population africaine, on a une population de 1,4 milliard. Donc 75% à moins de 25 ans est jeune. Et l'idée c'est tout de suite de permettre de faire des formats très instructifs, qui sont des outils éducatifs, qui leur permettent de voir la beauté de leur environnement de manière générale, mais qui leur permet également de s'instruire de manière ludique, de manière très simple, qu'ils comprennent l'histoire d'un lieu, avec une capsule très simple à comprendre. Cette capsule-là qu'on a fait sur Gorée, le court-métrage dure 20 minutes. Donc 20 minutes où on a l'histoire de Gorée, où on revisite Gorée, en montrant les populations de Gorée, les artisans, les gens qui travaillent autour de l'île, qui sont eux-mêmes l'âme de l'île, si tu veux. Parce qu'il y a aussi un problème, c'est que les gens de plus en plus quittent ces lieux historiques-là. Et l'objectif de la préservation, c'est aussi permettre à ce que les gens restent dans cette île-là, essayer de les fixer dans leur lieu historique,
parce que c'est eux qui représentent l'âme de ces sites historiques-là. Alors, dans ce court-métrage, vous faites une comparaison de l'île de Gorée avec les temples d'Abou Simbel qui ont été déplacés en 1972, d'accord? Mais on imagine que vous ne souhaitez pas que Gorée, malgré son état de dégradation avancé, soit déplacé, quoique, bon, une initiative assez gigantesque. Mais qu'attendez-vous concrètement de la communauté internationale et notamment de l'UNESCO pour ce patrimoine historique? Alors, je fais ce parallélisme dans le court-métrage en disant que en 1970, lorsque le président Gamal Abdel Nasser, président de l'Égypte, avait eu un projet de construire un barrage, le barrage d'Aswan. Et quand il a eu ce projet, les risques sur le terrain, les études montraient que très certainement, ce projet-là risque d'engloutir ces temples d'Abou Simbel, qui sont des témoins de l'histoire et qui représentent un peu le patrimoine égyptien. Et donc, il y a eu une solidarité, il y a eu un sursaut de solidarité internationale pour dire on doit désormais protéger tous les patrimoines du monde entier. Et donc, à l'époque, il y a eu cette solidarité qui a été conclue par la création de la Convention du patrimoine matériel de l'UNESCO, qui est cette convention de 1972. Et donc, ce que je dis, c'est simple. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne doit pas avoir des solidarités à géométrie variable. Gorée, ce que ça représente dans l'esprit collectif de l'humanité, c'est pas pour faire une comparaison en disant que Gorée a plus d'importance historique qu'Abou Simbel, mais Gorée représente quand même l'histoire de la technique hier. Gorée représente toute l'histoire de la race noire. Et si Gorée représente cela, aujourd'hui, Gorée, on ne doit pas l'observer et le regarder mourir, périr. Gorée risque d'être déjà dans les listes des patrimoines en péril, parce qu'on a deux listes. On a la liste des patrimoines classés et la liste des patrimoines en péril, des patrimoines qui souffrent de problèmes de défi de préservation. Et en plus de cela, Gorée souffre également de cette question de montée des eaux, qui sont des conséquences du dérèglement climatique. Et raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut une solidarité internationale pour que les gens mettent les mains à la pâte en disant que on doit peut-être bousculer l'UNESCO, parce que c'est aussi un sujet peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais aujourd'hui, tout le monde regarde. Personne ne fait rien. Il y a des projets qui sont faits peut-être pour préserver les côtes voilà, au niveau de Gorée, mais ce que l'on voit, c'est que les bâtiments où logent les gens de Gorée, les habitants de Gorée, la grande majorité de ces bâtiments sont en train de tomber en ruine. Et les gens qui y vivent n'ont pas les moyens de les restaurer. Parce que c'est des patrimoines classés, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'études même avant de le faire. C'est pour cela aujourd'hui, on doit vraiment nécessiter à ce que l'UNESCO puisse être beaucoup plus engagée dans cette démarche, l'Union africaine soit beaucoup plus engagée dans cette démarche, parce que c'est une responsabilité collective. La responsabilité n'est pas que celle de l'État du Sénégal. Alors, vous estimez que la communauté internationale regarde Gorée mourir, bon, si je reprends vos mots, mais qu'est-ce que vous dites par là, ou qu'est-ce que vous pensez par là autant pour moi? Est-ce que vous estimez que l'UNESCO n'a pas assez fait pour cette île mémoire? Alors, le problème, il n'est pas par rapport qu'à l'UNESCO. Déjà, le constat qu'on a fait, d'ailleurs je l'ai écrit dans mon ouvrage, donc vraiment sur des recueils scientifiques, c'est pas subjectif ce que je dis, on va aller voir les chiffres. Aujourd'hui, dans le monde, je l'ai rappelé tantôt, il y a 148 patrimoines africains qui sont classés. Dans le monde entier, il y en a à peu près un peu plus de 1222. Donc si on fait le ratio, on est à un peu plus de 10%, 12%. Et donc, voir la richesse et la profusion de sites naturels qui existent dans le continent africain, et dire qu'on n'a que 10% de cette liste mondiale, c'est quand même une aberration. Donc cet exemple, on va le prendre sur d'autres environnements économiques et autres, je vais en venir. L'idée d'aujourd'hui, c'est de dire aux pays africains, dans leur grande majorité, on est 54 pays africains, il y a 194 États signataires de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si on ne se voit pas dans cette liste-là, on n'est pas bien représenté. Mais qu'attendons-nous, d'ailleurs c'est ce qu'on a proposé, d'inscrire, de créer notre propre label du patrimoine africain. De dire qu'aujourd'hui, on n'est pas bien considéré à l'UNESCO, mais on ne pleurniche pas. On ne va pas aller quémander ou essayer d'arracher des choses qu'on ne nous donne pas. Parce que l'UNESCO, de manière très légitime, est le bras intellectuel du système des Nations Unies. L'UNESCO est chargé de veiller, de travailler tout ce qui est éducation, culture, histoire, etc. Mais si les pays africains dans leur totalité ne sont pas inscrits, on peut voir par exemple, en 2022, il n'y a eu que 2 patrimoines qui sont classés pour tout le continent africain. Pendant ce temps, il y a d'autres pays européens, je ne vais pas les citer, qui peuvent avoir 3 à 4 patrimoines classés. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On veut nous dire que par là, que les États africains ne sont pas assez outillés pour faire des dossiers de demande d'inscription. Et là-dessus, on va faire une petite parenthèse parce qu'on va lever le voile là-dessus. Pour qu'un patrimoine soit classé à l'UNESCO, il suffit de 2 choses. La première chose, il suffit que ce pays-là, dont le patrimoine et dans l'espace géographique, montre en quoi le site il est unique.
de manière historique, de manière géographique ou d'autres manières, en disant ce site il est historique parce que voilà, il se trouve ceci, il y a un espace ici, il y a une biodiversité, etc., etc. Il prouve dans un premier temps l'unicité de ce patrimoine et deuxième temps, il donne un plan juridique de protection en disant que voici le plan qu'on a établi pour pouvoir protéger ce site. That's it, c'est fini. C'est ces deux choses-là. Et qu'on nous dise qu'on n'est pas capable... C'est une certaine infantilisation, encore une fois, pour ne pas rentrer dans l'émotion, des pays africains. Et le message derrière, c'est pas que de pointer du doigt les problèmes, c'est de dire aux pays africains, prenez en main le dessin de votre patrimoine. Prenez en main le dessin de votre patrimoine à travers notamment la mise en place d'une labellisation du patrimoine africain. Mais quels sont les préalables de la création de ce projet? Le préalable, c'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit que le débat existe autour d'une table au niveau de l'Union africaine. En Europe, ils ont leur label du patrimoine européen. En Afrique, nos labels du patrimoine africain... Qui ne dépend pas de l'UNESCO. Qui ne dépend pas de l'UNESCO. Et qu'est-ce qui empêche? Mais si vous allez en Europe aujourd'hui... Est-ce qu'il y a un certain prestige à être labellisé de la part de l'UNESCO aussi? Mais c'est le prestige de soi-même, c'est de s'aimer. C'est de dire on s'aime. Wolof, on dit ça c'est pas parce que je me préfère que je te déteste. Non, on doit s'estimer, on doit estimer notre histoire, on doit vendre notre histoire pour que les gens le respectent. Si nous, on ne respecte pas notre patrimoine, qu'est-ce qu'on attend que les autres viennent chez nous pour nous dire aujourd'hui c'est ce qui se passe. Des experts viennent de partout dans le monde pour faire des études en disant que voici ce que vous devez faire, etc. On doit pouvoir créer notre propre label, créer notre propre liste avec des... c'est-à-dire que ce n'est pas des critères esthétique, avec des critères d'intégration régionale, en disant aujourd'hui que les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO partagent certaines frontières. Avant la balkanisation, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, etc., partagent des valeurs, partagent des patrimoines. Et ces patrimoines-là, on doit pouvoir en discuter. Et aujourd'hui, c'est une manière de dire les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO peuvent se mettre autour d'une table, pas pour parler politique, parce qu'ils ne vont pas s'entendre, pas pour parler économie, parce qu'ils ne vont pas s'entendre, mais ils peuvent parler de la culture, ils peuvent parler de patrimoine, de ce qui les lie. C'est ça la vraie vision. Et le patrimoine est un excellent catalyseur d'énergie citoyenne. C'est quelque chose qui doit nous lier parce que cette histoire commune, on l'a. C'est ce qu'on n'a pas sur les autres sujets. Et concrètement, la mise en place d'un label du patrimoine africain, qu'est-ce que cela pourrait apporter à l'économie africaine? Parce que un label de l'UNESCO, c'est vraiment une vitrine d'exposition pour les États et on va dire la première plateforme d'orientation touristique même aussi à l'international. Est-ce que au niveau africain, cela pourrait avoir le même ampleur? Absolument, mais à plusieurs niveaux, à bien des égards. D'abord, niveau économique. Parce qu'avoir des politiques communes culturelles et touristiques, ça permet de créer une économie circulaire au niveau de ces pays. Et d'ailleurs, les instances économiques, que ce soit l'UEMOA et autres, leur objectif, c'est ça. C'est d'essayer de créer des marchés africains où les gens peuvent, par exemple, créer un système ou une politique touristique régionale avec des pays frontaliers, mais ça permet que l'économie tourne autour de ces pays, qu'il y a la circulation des biens et des personnes entre ces pays-là. Ça ne peut être que des aspects positifs sur l'impact. Le tourisme que ça peut créer sur les transports, sur l'hôtellerie, sur la formation, sur l'éveil des consciences, mais sur la création d'emplois, diminution de taux de chômage. Donc du coup, il y a un lien tout de suite direct qui permet au pays de se dire, voici ce qu'on a en commun, comment on doit s'organiser pour vendre notre destination, pour rendre notre destination plus attractive, pour dire que si les gens fréquentent plus nos pays, il y aura plus d'impact dans l'économie, il y aura plus d'impact dans nos créations d'emplois, il y aura une diminution de taux de chômage, comme je l'ai dit tantôt. Et donc du coup, c'est des choses simples. On doit juste mettre autour d'une table, de dire comment on doit s'organiser pour créer ce label. C'est au niveau juridique, on crée le label, on commence à l'inscrire, on met en place des politiques de communication en disant voici ce que les pays africains ont en commun. Et là, on essaie d'agréger des marchés internationaux pour permettre de vendre nos destinations. À présent, pour vous, est-ce qu'il est aujourd'hui important de se mettre autour d'une table, notamment les pays africains et l'UNESCO, pour revoir les méthodes d'attribution des patrimoines classés par l'UNESCO, ou alors la priorité absolue, c'est de mettre en place ce label du patrimoine africain? Alors, on a poussé la réflexion un peu plus loin. Dans mon ouvrage, on a proposé, en ayant voir les textes africains, parce qu'on a ce qu'on appelle à l'Union africaine l'agenda 2063 de l'Union africaine. On a autre chose. On a la charte de la renaissance culturelle africaine qui nous incite à son article 3 d'encourager la coopération culturelle internationale pour une meilleure compréhension des peuples à l'extérieur comme à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afrique. Nous, on s'est dit, en 1966, Senghor avait créé ce qu'on appelle le FESMAN. C'est le Festival mondial des arts nègres, qui a été un événement, qui a été sa première action politico-culturelle. Il a fait venir le monde noir, tous les intellectuels noirs, la race noire au Sénégal, et ça a permis de donner un boom démographique et de faire le Sénégal
un hub culturel international depuis 1966. On en parle aujourd'hui. On s'est dit, tiens, aujourd'hui on a des problématiques différentes. On a le constat qu'on n'est pas bien classé à l'UNESCO, ça c'est un fait. Deuxièmement, la majorité de nos patrimoines se trouvent en dehors du territoire africain. Aujourd'hui, si vous voulez connaître un peu le patrimoine africain, ce n'est pas à Dakar ou à Abidjan ou à Johannesburg que tu dois être. Il faut aller à Paris, il faut aller à Londres, il faut aller en Belgique, il faut aller en Allemagne, il faut aller en Vienne, etc. C'est ça la vraie problématique. On s'est dit, il faut créer un International Summit of African Heritage. C'est un sommet international du patrimoine africain qui permettrait en Afrique d'accueillir les pays européens qui ont spolié le patrimoine africain. Et d'autre côté, comment faire des mécanismes où on va créer un vrai label du patrimoine africain avec deux objectifs. Donc le sommet, son objectif, c'est de créer le label du patrimoine africain afin que les pays africains aient leur propre système de cotation de leur patrimoine. Autre chose, qu'on puisse lancer une législation internationale qui permettrait aux pays africains de récupérer leur patrimoine. Et donc ça règle le problème. Et là-dessus, si la boîte de Pandore s'ouvre, la boîte de Pandore c'est quoi? C'est les patrimoines qui sont prisonniers des musées européens. Et là, ça commence à faire peur. Raison pour laquelle, en Europe, on n'ose pas parler de ces sujets. Quand on en parle, les gens nous disent « Ouais, vous savez, bon, ces objets sont protégés, etc. » C'est comme si moi, Moustapha, je venais chez vous, je vous pique votre téléphone et puis je le garde chez moi en disant que bon, chez moi, j'ai une politique que je protège des objets, etc. Tout en sachant que ces objets, les conditions de spoliation ont été prouvées. Maintenant, c'est simple. Si les États africains, les chefs d'États africains doivent tout simplement être conscients de cette situation, ils doivent éveiller leur jeunesse. Et pour éveiller leur jeunesse, il faut qu'on montre cette jeunesse-là que leurs aïeux, leurs arrière-grands-pères n'étaient pas des rigolos. C'était des gens très intelligents, c'était des gens doués, c'était des gens sur qui ils pouvaient être fiers et raconter leur histoire. Et pour cela, il faut aller récupérer ce qui nous appartient. Pour cela, il faut se respecter. Il faut respecter notre histoire, il faut respecter notre culture, il faut respecter notre patrimoine, qui est notre ADN. Parce que le patrimoine, c'est un peu le passé dans le futur, et dont l'objectif est de maintenir l'esprit des civilisations anciennes. C'est ça le vrai message. Et cette injustice, on va revenir par rapport à l'UNESCO, c'est des choses qu'on doit réformer, que ce soit aux Nations Unies, au niveau des institutions de Bretton Woods. On peut prendre plein d'exemples là-dessus. Alors revenons-en à présent à Gorée, parce que c'est l'objet principal de notre interview. Effectivement. En perspective justement de la présentation de ce court-métrage ce samedi 10 mai du côté du Sea Plaza. Alors, vous avez aussi parlé des risques qui entourent, on va dire, la labellisation du patrimoine mondial qui a été attribué à l'île de Gorée. Est-ce que ces risques peuvent vraiment nous faire lever... On peut vraiment craindre ces risques de voir aujourd'hui ou bien demain que Gorée se voit retirer son titre de patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah ben ça, on est tout droit sur le chemin. C'est comme si vous prenez l'autoroute à péage de Diamniadio, vous êtes à Pékin, vous sortez pas et vous dites que vous ne voulez pas atterrir à Diamniadio. Tant que vous êtes sur le chemin de préservation, on a des problèmes, des patrimoines en péril, des bâtiments qui tombent en ruine, personne n'en parle, personne ne fait rien. Bah, demain, on risque de se faire déclasser de cette liste-là. Mais pour moi, l'UNESCO n'a pas ces critères ou bien la responsabilité de dire tel objet doit être en péril, etc. C'est à nous de prendre en main la gestion de notre patrimoine, de dire c'est notre patrimoine, que l'UNESCO le classe ou pas, excusez-moi, on s'en fout. Nous, notre objectif, c'est de dire on doit préserver ce qui nous appartient, on doit vendre notre histoire, on doit créer un nouveau narratif par rapport à cela. Mais les risques que Gorée bascule en patrimoine en péril, les risques sont avérés. Et ça, c'est vraiment on va droit dans le mur, là. Là, c'est... Dans le film documentaire, d'ailleurs, on montre de manière spectaculaire Gorée, cette île mémoire, cette grande dame aux bâtisses colorées qu'on voit, mais qui a toujours son charme. Mais on voit que quand même, cette dame est en train de souffrir par rapport aux problématiques de défis de préservation, par rapport au manque de moyens. Ça, c'est africain, hein, c'est pas que sénégalais. Alors, toujours dans ce court-métrage, vous évoquez aussi, on va dire, le phénomène de squat et des bâtiments à l'abandon que subissent l'île de manière générale. Mais Gorée aussi, c'est une ville, d'accord, du département qui est dans le département de Dakar. Et comme j'avais évoqué, j'avais échangé aussi avec un conseiller municipal de la ville de Gorée qui me disait que Gorée, sans les Goréens, n'est plus Gorée. Absolument. Mais aujourd'hui, quelle politique, on va dire, politique pour éviter les départs progressifs sur l'île, est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Ou bien comment concilier développement touristique et culturel et développement économique? C'est simple. Les gens ont besoin de quoi pour être quelque part? Les gens ont besoin de manger, de boire, de se soigner quand ils sont malades et de trouver un emploi et la paix. Gorée est déjà un endroit paisible.
loin du bruit, loin de Dakar, etc. Ça, on a coché la première case. Deuxièmement, il faut créer des projets qui permettent de fixer les jeunes à Gorée. Il faut rendre Gorée plus attractif, tout simplement. En quittant de l'embarcadère jusqu'à Gorée, il y a un circuit que l'on a mis en place pour chaque touriste qui vient. Ce n'est pas des choses compliquées. On n'a même pas besoin de réinventer la roue. C'est des choses qui sont un peu partout dans le monde. Qu'on vienne à Gorée, qu'on prenne son ticket par son smartphone, qu'on rentre tranquillement, on a sa place, etc. Ce n'est pas des choses compliquées. On va dans des écoles d'ingénieurs, même pour ne pas faire la promotion, l'école polytechnique ici, à Dakar ou à Thiès, etc. Mais les jeunes Sénégalais vous développent des logiciels rapidement qui vous permettent, qui sont responsives sur votre téléphone, vous pouvez le faire. Les compétences sont là. Il faut juste que, vraiment je tire sur personne, mais il faut que les dirigeants aujourd'hui fassent appel à cette jeunesse-là, qui est compétente, à cette jeunesse qui a envie de donner, à cette jeunesse qui a envie de faire pour son pays, qu'on les sollicite, qu'on exprime bien le besoin. Parce que plus un besoin il est bien exprimé, mais plus on aura de facilité à trouver une solution. Donc il faut fixer les gens. Pour les fixer, il faut trouver des solutions. Gorée, le statut qu'il a dans le monde, rapidement, on peut lever ce dont on a besoin pour le réhabiliter, pour fixer les jeunes. Et que ça soit vraiment quelque chose de très attractif pour porter le porte-étendard de notre tourisme à l'international. Vous êtes prêt à porter cette initiative? Je le fais. J'attends personne pour le faire. Et pour le moment, ça va quand même bien? Vous arrivez en tant que membre de la société civile, aujourd'hui, d'ailleurs, le projet de Gorée s'inscrit dans un projet beaucoup plus large. On s'est dit, on commence par Gorée, c'est symbolique. Gorée, vu l'état de dégradation de l'île de Gorée, on s'est dit, on va financer, en autofinancement, l'ONG autofinance ce projet sans aucun partenaire. On a d'abord financé le projet, on va le voir le samedi, c'est un projet magnifique qui montre toutes les images de drones spectaculaires qui vendent la destination du Sénégal en disant que Gorée est en train de tomber en ruine, on vend l'image du Sénégal, sauvons-le. On va voir les partenaires en leur disant, voici ce qu'on a fait avec nos moyens. Et donc, si vous nous suivez, l'objectif, c'est de créer une série documentaire sur les 14 régions du Sénégal, qu'on aille visiter de manière approfondie et dont l'objectif est de sensibiliser la jeunesse sur les questions de préservation, qu'ils connaissent leur histoire, et créer une dichotomie entre l'économie, le patrimoine et le développement. C'est ça l'objectif, c'est de dire, montrer les métiers que peuvent décliner le patrimoine, comment le tourisme doit être boosté au Sénégal à travers notre vraie histoire. Alors, par rapport à cette jeunesse que vous avez évoquée tantôt, quel rôle attribuez-vous à cette jeunesse dans la préservation du patrimoine culturel? La jeunesse doit avoir un rôle fondamental pour moi, parce que c'est à eux, c'est un legs pour eux, c'est-à-dire que c'est leur bébé, c'est leur histoire, et c'est la manière dont ils peuvent être fiers de leur terroir. Ils doivent connaître ça, c'est une obligation, c'est une responsabilité historique. D'ailleurs, hier, le ministre chargé du patrimoine le disait, une nation qui n'a pas compris que sa souveraineté doit être d'abord culturelle, n'a rien compris. Et je pense que le Sénégal l'a compris. Aujourd'hui, cette question de souveraineté, de fierté, on le défend. Si on va sur Thiaroye 44, ça a été fait. Sur beaucoup d'autres sujets, le Sénégal a imposé sa souveraineté aux yeux de la communauté internationale. Maintenant, il faut l'alimenter, cette souveraineté internationale. Cette souveraineté, ça ne se décrète pas. Cette souveraineté, ça ne se clame pas. La souveraineté, elle se construit. La souveraineté, elle se construit, mais de manière endogène. Les gens doivent le porter à tous les niveaux, culturel, économique, politique, agronome, alimentaire. Sur tous les niveaux, les compétences sont au niveau du pays. Les gens ont envie d'accompagner le Sénégal pour que ça soit vraiment au niveau international quelque chose de très marquant. Les gens ont envie de servir ce pays-là et il faut vraiment écouter tout le monde parce que le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui est un monde globalisé. On doit travailler avec les partenaires de partout dans le monde, qu'on leur tende la main. Ils ont des intérêts chez nous, nous on a des intérêts chez eux. C'est comme ça que fonctionne le monde aujourd'hui. Si on l'a compris, je pense qu'on peut aller très très vite, car le Sénégal, à mon avis, est sous-coté. Aujourd'hui, on devait être au niveau des pays maghrébins. Aujourd'hui, vu le potentiel qu'on a, à bien des égards, on devrait être beaucoup plus agressif. Je pense qu'on est sur le chemin et Césaire disait qu'il faut être sur le chemin pour y arriver. Un combat pour la préservation du patrimoine que vous portez à l'international depuis plusieurs années et au niveau local aussi, mais quels sont les retours avec les nouvelles autorités? Les nouvelles autorités m'ont reçu, comme je l'ai dit, j'ai rencontré le cabinet du chef du gouvernement, j'ai rencontré les ministres chargés du patrimoine, il y a une écoute attentive qui est là. Maintenant, on est en train d'étudier, de voir les voies et moyens pour porter ce sujet, afin que le Sénégal soit un hub culturel international. Et là-dessus, on est sur le chemin, il y a une écoute attentive, c'est ça le plus important, et on avance sûrement, mais voilà.
avec beaucoup de confiance, et je pense que ça c'est important pour que ça puisse servir le Sénégal. Alors, au sorti de la projection de ce court-métrage ce samedi 10 mai, quel message fort souhaitez-vous que le public retienne? Le message fort, c'est de dire aujourd'hui, on doit plus estimer et voir en face notre histoire et notre patrimoine. Et qu'on sensibilise la communauté internationale en leur disant, parce que tout le corps d'ambassadeurs présents au Sénégal sera convié. Tous les ambassades européens, occidentaux, africains et autres, qu'ils puissent porter eux aussi le message chez eux, en disant, on est dans un pays magnifique qui détient un patrimoine mondial, et ce patrimoine est en train de tomber en ruine, et il nécessite une solidarité internationale, que les gens puissent vraiment mettre la main aux pattes et disent, la main à la pâte et disent, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mobiliser les moyens internationaux, parce que les fonds sont là, les budgets sont là, les institutions multinationales sont là, et on doit tout simplement essayer de booster ensemble, et que les gens voient aussi la beauté, parce que l'idée, c'est pas que de se plaindre, c'est de dire, c'est vraiment une destination magnifique, mais on ne doit pas le regarder mourir, on doit faire quelque chose, on doit le sauver. C'est ça vraiment le message que je veux que les gens retiennent. Alors, est-ce que des actions de plaidoyer ou de sensibilisation vont accompagner ce court-métrage? Et est-ce que aussi une stratégie de diffusion au niveau national et même à l'international sera aussi pris en compte? Alors déjà, le film sera disponible en salle au niveau du cinéma Ciplaza. Maintenant, ce n'est pas exclusif. L'idée, c'est qu'il soit publié dans toutes les salles de cinéma qui sont au Sénégal. Et en plus de ça, on ira vers les musées, on ira vers les écoles. Parce que ce n'est pas que les salles de cinéma où les gens doivent avoir ce sujet-là. On a prévu, avec nos partenaires d'ailleurs, avec le nouveau directeur des musées de civilisation noire de Dakar, M. Lee, que je salue de passage, qui est aussi un homme vraiment du métier, qui fait des choses extraordinaires, qui fait venir les écoles dans les musées. L'objectif après-demain, c'est d'aller au niveau des musées, de les publier là-bas, dans les écoles, qu'il y ait un débat, que ça crée une certaine ébullition intellectuelle et une curiosité au niveau des jeunes, des plus jeunes. Alors on imagine que ce court-métrage n'est pas l'unique projet sur lequel vous travaillez. Quels sont les prochains projets? Les prochains projets, c'est d'arriver avec un chef d'État africain. Donc ce que l'on sait, c'est que ça soit au Sénégal, qu'on accueille le sommet du patrimoine africain en Afrique. Si on l'accueille en Afrique, en réglant la problématique de la spoliation des objets volés à l'époque de la colonisation. Le Sénégal, en titre d'exemple, a 2281 objets spoliés qui se retrouvent en France. La France, de manière générale, détient 90 000 objets. Il en a restitué 26 au Bénin, un au Sénégal, un en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, le taux de restitution est très, très faible. Il faut que les pays africains prennent à bras le corps ce sujet en disant « rendez-nous ce qui nous appartient », mais pour cela, ce n'est pas que de l'émotion. Pour cela, c'est des actes. Pour cela, il faut s'organiser, il faut se parler, il faut mettre en place des politiques juridiques internationales qui nous permettent, nous, de demander en bonne et due forme ce qui nous appartient. Ça, c'est concernant les objets et concernant les sites historiques? Concernant les sites historiques, c'est de dire, créons notre propre label du patrimoine africain, et demain, si on est classé à l'UNESCO ou qu'on ne l'est pas, ça ne nous dérangera pas. On aura notre propre liste du patrimoine africain, avec des critères d'intégration régionale qui nous permettront d'avoir notre propre politique touristique, notre propre politique culturelle, pour créer des emplois, pour rendre la destination africaine beaucoup plus attractive, que ça ne soit pas des documentaires. D'ailleurs, c'est pour cela aussi. On fait des documentaires faits par des Africains et pour des Africains, pour vendre l'image de l'Afrique en fonction de nos propres critères d'observation, pas en fonction de ce que les étrangers vont venir faire, venir filmer en Afrique, montrer la pauvreté, montrer des enfants qui sont en malnutrition, etc. L'Afrique est magnifique et on n'a pas besoin de le dire. L'Afrique, ce n'est pas le futur, c'est le présent. On le voit aujourd'hui. Actuellement, j'imagine que les discussions vont être peut-être un peu déséquilibrées. En 2050, on représentera la moitié de la population mondiale et là, on exigera ce que l'on veut. Aujourd'hui, on appelle à tous nos partenaires, ce n'est pas une menace, on dit à tous nos partenaires de venir dès maintenant, de travailler avec nous en confiance afin que demain, si vraiment les rôles s'inversent, que ça ne soit pas vraiment quelque chose de très désavantageux pour eux. Merci Salih Alassane Thiam. Merci beaucoup Moustapha. On le rappelle, vous êtes le président de l'ONG Afrique Patrimoine et vous dévoilez ce samedi 10 mai un court-métrage intitulé « Gorée, le cri d'alarme ». Événement, j'imagine que vous invitez... tout le monde est invité, tout le Sénégal est invité. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Voilà, donc le message est passé. Merci à vous, chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com. Rendez-vous ce samedi 10 mai du côté du cinéma Ciplaza. Au revoir. Tous les jeunes, vraiment, nous sommes tous au Sénégal. On doit protéger Gorée.